Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Poscaf. Comme les intros, c'est toujours un peu trop long, on va directement aller dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir Tanguy. Tanguy, t'es tombé sur un professeur qui t'a donné de l'appétence à l'IA, t'es devenu data scientist pour le ministère, c'est quand même incroyable, où t'es devenu momentanément CTO, donc de ce domaine-là. À côté de ça, tu donnes des cours dans des écoles ou des conférences sur l'IA pour rendre plus sensibles peut-être les gens sur l'IA, leur apprendre de nouvelles choses. C'est ton domaine d'expertise. Et à côté de ça, tu as rencontré des personnes qui sont aujourd'hui tes associés, avec qui vous avez monté Hermine IA, une IA juridique. Tanguy, comment tu vas ? Bah écoute, très très bien et toi ? Bah écoute, la forme, ça fait trop plaisir. Ouais. Qu'on concrétise ça. Je suis vraiment content d'être là. Ouais. Surtout que les gens ne savent pas, mais on s'est appelé maintes et maintes fois avant pour essayer de s'organiser sur une heure, sur une date, sur un truc. Un petit peu trop peut-être. C'était peut-être un peu trop. Donc tu l'as compris. Aujourd'hui, on va parler donc de l'IA, de ton parcours de vie. On va parler aussi d'entrepreneuriat. Tout simplement pour que tu vulgarises un peu, parce qu'il y a une énorme hype quand même autour de l'IA. Ouais. Mais en fait, les gens disent aujourd'hui, oh, c'était une hype, c'est passé. Tu sais, un peu comme le Bitcoin ou les trucs comme ça. Mais non, en fait, le travail de fond, il est beaucoup plus profond. Et c'est surtout quand on commence à ne plus trop en parler qu'il y a vraiment des acteurs, des entreprises qui se développent dedans et qui travaillent la chose en profondeur. Bon, moi, je pense que c'est un peu ChatGPT qui a mis une hype sur un peu tout parce que t'es en B2B. Pour introduire ça, je t'ai fait un petit pour ou contre. Les gars, je lui ai pas envoyé les questions avant parce que je veux qu'il soit... Allez, pris par surprise. Je suis pour. On y go ? Allez, c'est parti. Pour ou contre ? Pour ou contre l'IA dans tous les domaines ? Pour. Pour ou contre remplacer les avocats et les juristes par de l'IA ? Contre. Pour ou contre laisser l'IA accès à tout le monde ? Contre. Contre ? Ouais. Ah ouais, ok. Je pensais pas que t'allais répondre ça. Accès du sens avoir accès à toutes les données de tout le monde. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est chaud. En open source un peu pour tout le monde ait accès à l'IA. Ouais. Ah oui, pour. Je pensais que c'était les données des gens. Je pense que non. C'est ma question qui est un peu merdique. Pour ou contre l'IA contrôlée par l'État ? Pour quand même. Pour ou contre l'éducation que par l'IA ? Contre. Pour ou contre les voitures pilotées uniquement par de l'IA ? Pour. Pour ou contre ce podcast avec un présentateur IA ? Pour. Oh là là, le couteau dans le cœur, les gars, le couteau dans le cœur. C'est pas gentil, ce que tu me fais. Ah, mais j'ai dit pour au final. Ok, bah alors moi on va commencer basiquement. Donc t'as une entreprise. Ouais. Herminia. Ouais. Comment t'es venu l'idée ? Raconte-moi, mec, j'ai envie que tu me racontes ta vie un peu de storytelling autour de ta vie. Comment t'es venu ? D'abord cette appétence pour les données, puis l'IA, puis après l'entreprise, parce que je t'ai présenté. Mais j'aimerais bien un peu que tu me racontes ta vision des choses. Ok, bah en gros, c'était mon bac+2. J'ai rencontré en fait un prof avec qui j'ai commencé un peu à parler d'IA. Et j'ai commencé à faire des conférences sur l'IA et tout. J'ai trouvé ça ultra intéressant. Donc ça, c'était il y a 5-7 ans. Et du coup, j'ai décidé après de continuer dans un cursus plutôt classique pour faire de l'IA. Donc j'ai fait un licence master. Et en master, j'ai fait une alternance où je suis arrivé data scientist chez Malakoff Humanis, donc une boîte d'assurance. Je trouvais ça incroyable. J'adorais coder des IA sur des données vraiment factuelles où voilà, on a vraiment un résultat, quoi. Ça changeait vraiment des cours. Et après ça, Covid, donc une période un peu compliquée, et je trouve un poste au ministère de l'Intérieur. Auprès d'un préfet, Jean-Martin Jaspers, qui construisait une délégation pour l'IA. Donc vraiment faite pour l'IA. Ok. Donc j'accepte ultra rapidement la proposition, parce que c'est quand même incroyable. Ouais, c'est super incroyable. Et donc là-bas, j'y ai passé à peu près 1 an et demi. Et après, je suis parti parce que j'ai eu une proposition pour faire une thèse. Donc une thèse académique. Alors, normalement à Jussieu, à Sorbonne Université, mais en fait, je suis parti à AgroParisTech. Et du coup, bon, je suis sur des résumés, comment les évaluer, etc. Bon, c'est pas la partie la plus intéressante, je pense, pour tout le monde. Et en fait, il y a quoi ? Il y a 6 mois, 8 mois, j'ai 2 personnes qui me contactent et qui me disent « Ouais, on aime bien ton profil, est-ce que ça te dirait d'entreprendre quelque chose ou autre ?» Et donc, Ils t'ont démarché comment ? Ils m'ont démarché sur LinkedIn. Carrément. Et au début, je dis « Bon, je laisse toujours la chance au produit, entre guillemets, donc j'y vais, je vois ce qu'ils me disent. »
Puis en fait, ça m'a un peu plu, j'ai bien aimé les gars et tout, et du coup, bah, on a dit let's go. Donc à partir de janvier, on s'est vraiment lancé, et là, du coup, on est en mai, et on a un produit là qui est en version vraiment bêta, mais qui va être proposé à des premiers testeurs, et donc on est super content et on a un peu hâte d'avoir les retours. Même si, vu que c'est moi le CTO, c'est moi qui gère toute la partie tech, bah, je vais me prendre plein de retours, quoi. Il y a pas plein de bugs et tout. Tu m'étonnes. Mais ça va être super cool. Et donc ça, voilà, c'est vraiment la partie entrepreneuriale. Pourquoi aussi j'ai accepté ? Parce que durant ma scolarité, j'ai donné des cours. J'ai fait un petit peu de conseils, très léger, parce que j'avais pas un niveau très très élevé, pas beaucoup d'expérience non plus, mais quand même du conseil pour les entreprises. Et en fait, j'ai adoré faire ça en mode j'accepte mes missions. Je fais ce que je veux, entre guillemets. Mais j'aimerais bien revenir sur un truc, Ouais. je pense que les auditeurs se posent la question. Tu as travaillé donc pour le ministère de l'Intérieur. Ouais. Concrètement, comment ils t'ont recruté ? C'est toi qui as fait une demande ou c'est eux qui t'ont envoyé un message en mode Non. En gros, c'était du bouche à oreille. Si tu peux en parler. Hein. Ouais, Ça ouais, se trouve, ouais, il a une ouais, clause de c'est- confidentialité Ah sur non, la non, tête. non, alors pas du tout. Une prime. Pas du tout, justement, je me suis alloué, je me suis assuré qu'il n'y ait pas ça, parce que tu rentres chez toi, tu te dis non, je peux rien dire de ce que j'ai fait aujourd'hui à ta famille ou autre. C'est dur. Donc, du coup, non, j'ai pas eu tout ça. Comment ça s'est fait ? Tout simplement, bouche à oreille. J'ai Bouche à l'ami oreille. d'une amie qui dit ah, bah, moi, je suis arrivé en alternance dans un truc. C'est pour l'IA. Toi, tu cherches un job data scientist. On recrute. Énorme. J'ai fait un rendez-vous et puis j'avais signé, dans la journée, quoi. Putain, ça, Donc, c'est ça s'est fait incroyable. super rapidement. Quand t'as un préfet C'est en face fou, de toi, ça aide. c'est fou de signer aussi rapidement pour des trucs comme ministère quand même de l'Intérieur. Ouais, et je pense que alors- l'image des gens, c'est vraiment des trucs qui sont impossibles à atteindre, quoi. Ah non. En vrai, travailler dans le public, c'est vraiment ultra ouvert. Ah ouais ? C'est juste des process, oui, qui sont longs. Quand je dis j'ai signé avec le préfet en mode oui, je vais travailler pour toi, enfin, pour vous. Mais j'ai eu mon contrat 2 mois après, peut-être. Ah d'accord. Enfin, ça a été... Après, il était rétroactif, on s'est arrangé, mais bon. Ok. Donc, selon toi, comment l'IA va évoluer ? Est-ce qu'elle va remplacer des emplois ? Est-ce qu'elle va en créer de nouveaux ? J'aimerais vraiment avoir... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui boursicotent sur l'avenir de l'IA. On entend des trucs ahurissants, mais des trucs ahurissants vrais. J'avais vu... En fait, moi, je t'avoue qu'au début, j'étais en mode ça va pas remplacer des métiers. C'est comme tout, ça va pas remplacer, c'est juste les gens, ils vont évoluer, ils vont intégrer l'IA comme outil, et ça va apporter du plus dans leur vie. Mais j'ai l'impression, je lis aussi des nouvelles à côté, par exemple, il y a Adobe qui a, dans le nouvel outil Adobe, ils ont sorti une suite, je l'ai testé ce matin avant le podcast pour te dire le niveau du professionnalisme. Non mais c'est vrai, mec, je m'y suis collé. C'est bluffant. C'est bluffant. C'est-à-dire que, par exemple, je parle de Adobe, mais par exemple, Photoshop aussi fait la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut créer vraiment de nouvelles choses sans compétences. Et aujourd'hui, tu sais, c'est un peu comme le no-code. C'est des gens qui peuvent être pas du tout de connaissances et faire des trucs qui égalent limite des ingénieurs qui ont fait ça pendant des années de leur vie, du back-end, du front-end. Et là, par exemple, j'ai testé le truc et c'est bluffant. J'ai jamais touché à Photoshop. Je t'ai fait un truc. J'ai pris un rouge à lèvres. Tu sais, en fond transparent, Ouais. juste un rouge à lèvres, et j'ai fait ce que je voulais. Et je me suis dit, en fait, ça, je peux le décliner, tu sais, en tant que chef de produit, je peux faire un métier de chef de produit de rien, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un vent de remplacer quand même certains métiers ? C'est quoi ton avis sur l'IA et l'emploi ? Alors, je vais rebondir tout de suite là sur les images, parce que c'est assez drôle, parce que moi aussi j'ai eu la discussion du coup avec des gens qui créent du contenu ou autre, directeurs DA quoi, dans des boîtes. Et en fait, ce qu'ils me disent, c'est que l'IA, c'est super. Franchement, ce qu'elle fait aujourd'hui, ça aide énormément, ça permet de trouver de l'inspi, ça permet d'aller plus vite dans ce qu'on veut. Mais, il y a bien un mais, en fait, elle fait pas tout. Il faut quand même de la créativité. Parce que l'IA, on dit, oui, c'est créatif, mais l'humain reste, à mon sens, beaucoup plus créatif et va apporter du sens dans ce qu'il veut faire, etc. Donc en fait, il y a quand même quelque chose où l'humain doit quand même être là pour dire je suis le chef d'orchestre, c'est moi qui décide où je veux aller et je peux m'inspirer de ce que tu fais, mais en général, c'est quand même l'humain qui reste derrière. Donc pour moi, il va pas remplacer le métier, il va changer de métier. D'accord. Non, j'allais continuer du coup sur tes questions. Vas-y. Où va l'IA en fait? Je vais citer quelqu'un que j'aime bien, hein, mais vous le reconnaîtrez, je pense, mais l'IA, elle a changé.
Aujourd'hui, l'IA, elle a changé. Ouais, l'IA, elle a changé. Elle a changé, pourquoi ? Parce que ChatGPT est sorti, et ChatGPT a fait connaître au grand public, en fait, ce qu'était l'intelligence artificielle et ce qu'elle permettait de faire. Bon, aussi parce que c'est un outil ultra puissant. Mais à partir de ce moment-là, tout est allé extrêmement vite. On a sorti ChatGPT. Après, il y a eu les premiers systèmes qui généraient des images. Au début, c'était catastrophique. En 2 ans, le truc, il te génère un truc magnifique, ultra réaliste. T'as vu la vidéo avec Will Smith ? Non, mais Mec. oui, je sais que c'est le même qui est très utilisé du coup dès qu'il y a un nouveau qui mange des spaghettis là. Non, oui. Oui. J'ai été bluffé. En gros, pour vous expliquer, il y a une vidéo qui a été sortie par une start-up dans l'IA qui fait de l'IA générative de vidéos. Et en fait, tout le long, vous voyez Will Smith vous parler et cuisiner en même temps des spaghettis. Je sais pas si c'est des spaghettis ou autre chose. Et il vous parle, il vous dit comment vous allez, etc. La vidéo, elle dure 3 minutes. Vous dites, ok, c'est une vidéo banale de Will Smith, peut-être qui fait un placement de produit pour les pâtes, pour je ne sais pas quoi. Et à la fin, il se tourne vers la caméra et il fait « Ces images n'ont jamais existé ». Et là, logo de la start-up qui a fait le truc. Et rien des images. Et c'est pas, comme vous le pensez, des images un peu floues où on voit un mec avec c'est vraiment comme si tu me voyais moi. C'est ultra réaliste et ni de la cuisine, ni de la main, ni de la tête de Will Smith, ni Will Smith n'a participé. Et bon, excuse-moi, je te fais une petite anecdote, mais j'ai regardé cette vidéo, j'ai fait Mais ça, c'est vraiment impressionnant parce que si on regarde où on était il y a 5 ans, même on va dire 3 ans, bah, on n'était pas du tout là. Parce qu'en fait, ce qui peut être sympa aussi, c'est de revoir un peu la frise chronologique de l'IA. L'IA, elle commence dans les années, on va dire, on pourrait dire que c'est Turing qui a commencé avec Enigma, si les gens connaissent. Mais c'est surtout les premiers travaux sur le deep learning qui ont fait que ça a commencé, enfin l'IA, entre guillemets, a vraiment évolué, sauf que c'était en 70, 80 peut-être, et on n'avait pas de puissance de calcul. Donc là, on arrive dans un hiver de l'IA, ce qu'on appelait l'hiver, donc il ne s'est rien passé, parce qu'on n'avait pas ce qu'il fallait pour faire tourner nos algos. Et d'un coup, l'ordinateur évolue, processeur encore mieux, carte graphique ultra top. Pam, c'est parti. Là, alors je ne sais pas les dates exactes, mais entre 2000 et 2010, l'IA commence à exploser. En tout cas, sortir de cet hiver, là, on arrive au printemps, là, et là, c'est parti. Donc là, on est en plein été de l'IA. Je me demande si on n'arrive pas à l'automne, d'ailleurs, mais bon. Et les entreprises, du coup, au début, étaient assez réfractaires. Enfin, ça coûtait super cher. Tout ça, donc elles se sont basées sur ce qu'on appelle le machine learning. Machine learning, c'est des modèles qui sont vraiment très statistiques, assez faciles à mettre en place. Facile, c'est un grand terme, hein, mais assez facile à mettre en place et qui apportaient de très bons résultats. Mais le machine learning, c'est spécialisé pour un truc. C'est spécialisé pour prédire si ton client va rester ou va partir. Donc ce sont des choses comme ça. Aujourd'hui, le deep learning te permet de faire des choses beaucoup plus générales. Est-ce que tu peux étayer ce que c'est deep learning, peut-être que c'est pas deep clair learning, pardon, en gros, c'est ce qu'on appelle les réseaux de neurones. Okay. Donc en fait, là, on arrive dans une structure qui est censée ressembler au cerveau. C'est comme ça que ça a été imaginé. Et alors, c'est assez difficile à faire sans imager, mais en gros, c'est juste ce qu'on appelle des neurones qui sont connectés entre eux, et tu lui donnes quelque chose à manger, et ça te ressort quelque chose à la fin. Ok. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a aucune preuve mathématique de pourquoi ça fonctionne. Donc en fait, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Ok. Et le principe d'entraînement, en fait, c'est que on donne en entrée quelque chose, ça nous recrache ce qu'on veut. Donc, typiquement, est-ce que le client va rester ou pas. Et en fait, si c'est trompé, là, en fait, on va modifier les neurones, mais à l'envers. C'est comme si on relisait à l'envers. Bon, c'est un peu plus technique là, mais en gros, c'est ça la méthode d'apprentissage. D'accord. Okay. Et c'est pour ça que si on emploie le terme inférence, c'est je te donne, je parle à ChatGPT, je lui envoie quelque chose, il me répond quelque chose, c'est l'inférence. L'apprentissage, en fait, va y avoir une autre partie derrière. Du coup, pour revenir sur le deep learning, donc en fait, c'est vraiment ce qui a révolutionné. Et aujourd'hui, tu as les large language models, LLM, qui sont sortis. Et là, en fait, on rentre encore dans une nouvelle ère où en fait, le truc, il sait tout faire, alors qu'on lui a pas appris à faire. Ok. Flippant un peu. En vrai, au début, t'es là en mode putain, merde. Mais c'est chiant, quoi. Enfin, ça fait tout ce que je fais, tout ce que je travaillais dessus et tout. Et en fait, là, du coup, on s'aperçoit que ouais, ça sait faire plein de choses, mais il y a
je parle pour la recherche, on est vraiment en train d'essayer de comprendre comment ça fonctionne et essayer d'améliorer certains points. C'est assez super intéressant. Mais tu parles de ça, je vais rentrer 2 minutes dans la science-fiction. Bon, c'est pas le débat, mais c'est de la science-fiction un peu réelle. Il y a les États-Unis en coalition avec l'Europe qui ont déclaré un risque existentiel de l'IA. Et il y a plusieurs grands débats sur le danger de potentiel de l'IA qui continuent donc à diviser un peu la communauté technologique entre ceux qui disent c'est un danger et les autres qui disent non, c'est la plus grosse opportunité. Mais en fait, la discussion principale, j'ai vu autour de l'IA et de ses risques, la première discussion, c'est pas tant technologique, les semi-conducteurs, le coût, le problème à Taïwan avec la Chine ou des trucs comme ça. Non, le premier sujet, c'est qu'adviendrait-il si l'IA surpasse l'intelligence humaine ? Et du reste, il y a tu parles de thèse. J'ai lu un mec qui disait, en gros, la justification principale souvent des gens qui sont dans la tech, c'est non mais l'IA ce sera qu'un outil, ça n'a pas de conscience, etc. Et ce mec a écrit une thèse qui explique point par point que la conscience, c'est juste un amas de neurones connectés de génétique, expérience, et un troisième truc, je l'ai plus bien en tête, qui donne in fine la conscience. Et qu'à terme, l'IA pourrait, avec une grande puissance de calcul et des neurones tous bien connectés, comme tu disais, du deep work bien connecté, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, je sens que ça se dit pas. J'accepte. Pourrait avoir accès à sa propre conscience un peu. Bon, on est dans la science-fiction, c'est pas tant le débat, mais c'est passionnant. C'est vraiment de la science-fiction parce qu'aujourd'hui, un modèle n'a pas du tout ça. Alors certains vont dire déjà oui, là, si tu écoutes Yann Lequin, il va te dire pas du tout le truc, il te prédit juste le prochain mot. Et après, il va te prédire le prochain mot. Et puis le prochain mot. D'accord. Donc en fait, il n'y a pas vraiment. On est loin de la conscience. On est loin. En fait, ça évolue aussi tellement vite que ça se trouve, dans un an, théoriquement, quelqu'un va sortir et va va employer première fois conscience et IA dans un article de recherche. Et là, ça va être un vrai boom. Mais franchement, je pense pas. Ok. Je pense pas. Pas tout de suite. Change un peu de sujet parce que bon, c'est vrai qu'on peut parler de la science-fiction pendant plein de trucs, mais j'aime bien les choses un peu apprendre des gens et puis j'ai un expert avec toi. Est-ce que, alors, on viendra à ton entreprise après. Là, je pose des questions un peu plus générales. Est-ce que il n'y a pas, moi, je me suis dit, je suis Google aujourd'hui. Je suis le CEO de Google. C'est pas forcément bien. Je verrais pas bien les trucs comme ChatGPT pour mon marché. Parce qu'en fait, si vous voulez, avant Google, ce qui a révolutionné Google par rapport aux autres moteurs de recherche comme va chercher Lycos, je sais pas si tu te souviens de ça, en fait c'était un ancien français qui appartient à Free. Aujourd'hui, je l'ai appris grâce à un podcast avec Xavier Niel en invité. Et en fait, va chercher Lycos, et tu tapais des choses et en fait ça te donnait des recommandations. Mais c'était pas par mots-clés. Tu vois, par exemple, il fallait taper une phrase bien précise ou une URL bien précise qu'on t'avait donnée et après ça te renvoyait vers un site. Ce qui a révolutionné Google, c'est surtout la recherche par mots-clés. Vous tapez chien noir et après, dans les chiens noirs, il y a un premier site de chien noir, un deuxième site de chien noir. Et en fait, pourquoi le premier site est à au premier plan ? C'est parce que son référencement naturel, Google, grâce à son algorithme, calcule que c'est le site le plus pertinent qui va parler des chiens noirs, par exemple. Ce qui a révolutionné ça, donc c'était la recherche par mots-clés. Ça, c'est Google. Aujourd'hui, ChatGPT, c'est très différent. Vous mettez un prompt, vous donnez un ordre. ChatGPT étudie l'ordre toujours par mots-clés, mais cette fois, au lieu de chercher sur un site et son référencement, on va chercher sur des milliers de sites et va vous donner la réponse la plus claire à ce que vous recherchez en fonction de la précision du prompt. Prompt est égal ordre donné. Mais j'avais vu aussi que Google, du coup, comme les gens vont de moins en moins sur Google pour taper, mais plus ils tapent ChatGPT pour avoir une recherche, Google perd des parts de marché quand même sur les recherches. Et ça, je pense qu'il y a une guerre un peu non déclarée ou non dite entre les grosses entreprises comme Google ou d'autres et cette IA. Moi, je te pose la question aujourd'hui, est-ce que les gens, plus tard, il y aura plus de Google, il y aura plus de sites de recherche, il y aura uniquement une IA où il donnerait des ordres vocaux ou écrits et l'IA va chercher dans une base d'informations ce qui va effacer petit à petit peut-être des géants comme Google, quoi.
Alors, pas effacé, je pense pas. Je pense que ouais, ça va vraiment évoluer, ça va changer. Donc Google, ils sont arrivés, ils ont vraiment tout changé déjà de base. Aujourd'hui, alors je pense que peut-être ils perdent, enfin j'ai pas de chiffres en tête, mais peut-être que oui, ils perdent des parts de marché, mais je pense qu'ils sont encore très très bien. Ils sont pas de là, enfin perso pour le moment, moi je préfère utiliser un Google qu'un ChatGPT pour des questions classiques, on va dire. ChatGPT, je vais plus l'utiliser, je sais pas moi, pour m'inspirer, pour relire quelque chose. En fait, je vais plutôt remplacer des sites web que j'utilisais avant. Typiquement, bon, je l'utilise pas trop, mais tu peux remplacer DeepL ou tu peux remplacer Scriben pour réécrire, pour voir si tu as fait des fautes ou autre. Mais plus tard, oui, il y a un jeu qui va se faire, mais en fait, Google est déjà dans la course. Google a créé Gemini. Gemini, c'est un chat GPT, mais du coup de Google. Et ils sont en bataille, du coup, alors actuellement, en gros, pour moi, les trois gros, ce serait donc Gemini, ChatGPT et Llama. Llama qui est celui de Meta. Du reste, il y a Llama 2 qui est sorti il y a pas... Llama 3. Llama 3. Ouais, qui est sorti. Mais ça, c'est super pour nous parce que, quand je dis nous, la communauté scientifique, recherche ou même les entreprises au final. Pourquoi ? Parce que c'est open source. Open source, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je peux prendre ton truc et je l'utilise à ma façon et c'est moi qui gère. Quand j'utilise ChatGPT, j'envoie mes données à ChatGPT qui après me renvoie quelque chose. Mais en fait, c'est ChatGPT qui va traiter mes données. Tandis qu'un Llama 3, je peux lui envoyer ce que je veux, ça reste chez moi, je suis tranquille. Bon, je suis tranquille, faut la puissance de calcul, mais au moins, ça reste chez moi et je peux l'utiliser, je peux en faire un peu ce que je veux, et du coup, on peut faire évoluer la recherche et améliorer les résultats qu'on veut, quoi. Parce que tu m'as appris un truc de fou. Il y a le côté émerger de l'iceberg qu'on voit du ChatGPT, mais en fait, il y a un côté qu'on voit pas, c'est tout ce qui est API. En fait, il y a un peu, si je comprends bien de ce que tu dis, il y a un peu deux IA. Par exemple, pour ChatGPT, il y a ChatGPT qu'on utilise tous, mais derrière ça, il y a un autre ChatGPT beaucoup plus technique, c'est ça, que tu peux modifier à ta guise. Est-ce que tu peux... Ouais, en gros, l'API, ça veut dire, c'est pour ceux qui codent. En gros, quand je vais te faire un programme, je vais te faire mon chatbot, moi, par exemple, et tu vas me poser une question, et moi, en fait, je vais utiliser un outil qui me permet d'arriver chez OpenAI et lui envoyer, du coup, ce que tu m'as dit, et que le OpenAI me réponde, et que moi, après, je retraite ce que OpenAI m'a dit, et puis je gère, je fais ce que je veux. Donc, c'est plus du développement. Théoriquement, c'est les mêmes modèles, mais bon, je dis théoriquement parce que ils font un peu ce qu'ils veulent, mais l'API est aussi plus sécurisée au du sens où si je t'envoie quelque chose, si j'envoie un OpenAI, théoriquement, ils ne le traitent pas. D'accord. Qui change du site web où là, ils font ce qu'ils veulent de ce que tu lui donnes dessus. D'accord. J'ai pas tout lu, mais normalement, c'est ça. Du coup, j'ai oublié la question. Pardon. La question, en gros, c'était... Toi, aujourd'hui... alors, je vais te reposer une autre question. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vais développer cette question après quand on va parler de Hermine IA. Tu m'as dit un truc de fou. L'IA se trompe. Ah ouais, elle hallucine. On appelle ça les hallucinations. En fait, une IA, elle va se baser sur le prochain mot qu'elle va sortir, qu'elle va te donner, c'est le mot le plus probable. Mais du coup... il est possible que dans une phrase, elle te sorte « Barack Obama est né en 2002 ». Alors que tout le monde sait qu'il est né en 2011. Exactement. Non mais voilà, et tu vois, la phrase est super, il n'y a aucun problème. Donc bien sûr, là, c'est une hallucination assez flagrante. Mais alors moi, je sais pas quand est né Barack Obama, mais tu me dis 71, je pourrais te croire en fait. Mais alors pourquoi ? Parce que du coup, elle, dans ses données, pour un exemple aussi trivial, elle va pas le faire. Mais si je cite quand est né Tanguy, et là, moi, elle me connaît pas assez, et du coup, elle pourrait dire n'importe quel chiffre, et c'est assez compliqué. Et pourquoi ? Parce qu'elle va assimiler que Tanguy, le prochain mot, par rapport à ce qu'elle a vu avant, donc c'est-à-dire en quelle année est né Tanguy, et elle va dire, ok, Tanguy, Tanguy est né, pour former la phrase, donc est né, et là, elle sait qu'il faut sortir un nombre. Et là, du coup, dans sa mémoire, si on pourrait dire, si elle a une mémoire, parce qu'elle en a potentiellement une, et elle va te dire 2002, parce que c'est le plus probable. Ou alors parce qu'elle prend le Tanguy le plus connu. Ou elle prend le Tanguy le plus connu, et elle met la date du Tanguy le plus connu. Et ça, c'est pas un réel danger ? Si, parce que du coup, tu vois, tu veux remplacer Google. Ouais. Mais en fait, là, tu donnes des informations fausses. Du coup, comment tu fais ? Et on va rentrer aussi dans un monde où on a déjà commencé un peu, je pense, avec... on est de plus en plus connectés. T'as de plus en plus de médias.
Mais comment en fait tu dis l'information que j'ai là est bonne ou pas? Et là en D'accord. fait on retrouve exactement la même chose avec l'IA. Donc comment en fait après je vérifie que mon information est bonne. Donc là on rentre dans un enjeu un peu plus global. Enfin moi j'aime bien Et le ça, mettre c'est un dans un truc gros un peu plus enjeu pour global. le coup. Ah bah ouais C'est ouais un ouais. gros enjeu. Mais t'imagines l'IA, moi j'aime bien des fois utiliser l'IA pour générer des questions, pour m'aider Mhm. à travailler sur un sujet. Donc elle va me générer des questions et puis moi en fait je vais essayer d'y répondre. Mais t'imagines que si après tu lui demandes de répondre à tes questions et en fait elle t'aiguille dans une mauvaise direction, il y a plein de cas où c'est pas très grave, mais il peut y avoir des cas où en fait c'est grave. Ou si Mhm. l'IA, je sais pas, moi elle t'aide à être, je sais pas trop d'exemples, mais je sais pas, tu veux que ton IA soit un psy. Mhm. Ça peut être dangereux là. Bon, on sort un peu de l'hallucination, mais ça peut quand même être dangereux des utilisations, Bah quoi. ouais. Et si Mais elle te dit n'importe quoi, c'est. petite anecdote, et après, on s'attaque à l'IA juridique. Ouais. Petite anecdote. J'ai parlé avec deux personnes qui ont quand même des métiers assez techniques. J'ai parlé à un pilote et un chirurgien. Ouais. Et anecdote de fou, j'étais dans l'avion et je parle au pilote et j'ai la chance de parler au pilote. Je vous dirai pas comment, mais j'ai eu la chance de J'ai parler toqué à la porte. longuement. J'ai cassé la porte avec une hache. Après, j'ai pas compris pourquoi ils m'ont menotté, Ouais, merde. un peu injustifié. Non, j'ai parlé avec le pilote et je sais pas pourquoi, on vient à parler d'IA. Mm. Et là, il se fout de ma gueule parce que je lui dis vous avez vu l'IA ChatGPT, c'est trop puissant. Il m'a regardé, il m'a fait mais t'es con. Et après, non, excuse-moi, j'avais dit l'IA c'est trop puissant, je comprends pas pourquoi on n'utilise pas ça dans l'aviation, ça serait génial. On dit mais t'es con ou quoi? L'IA dans les avions, ça existe, mais depuis le pilotage automatique, c'est Exactement. que de l'IA. Et en fait, on se rend pas compte parce que plein de gens ont découvert l'IA grâce à ChatGPT, Gemini ou des trucs comme ça, ou Salmatman ou des trucs comme ça. Mais en fait, l'IA, elle existe depuis perpète. Et elle est partout. Elle est partout, déjà bien intégrée. De toute façon, les révolutions technologiques, c'est toujours pareil, hein. Ça commence toujours par le militaire. Ouais. Les révolutions technologiques, l'ordinateur, c'est né du militaire. Ça commence toujours par le militaire. Bah oui, forcément, c'est ceux qui Ils font doivent. des guerres pour. Ils font des guerres. Ils il y a peuvent de l'argent. tester. Non, mais ils font des guerres, il y a de l'argent. Il faut battre l'autre à tout moyen, quoi. Voilà, exactement. Et deuxième anecdote très courte, je demandais à un chirurgien est-ce qu'on pourrait utiliser l'IA et se débarrasser de l'homme, et effectivement, il me parlait, alors ils n'avaient pas les termes techniques de l'hallucination comme tu dis ou des trucs comme ça, mais par contre il a dit non, la décision reviendra toujours vers l'homme. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a une grosse discussion, faire remplacer les radiologues par de l'IA ou des trucs comme ça pour savoir si quelqu'un a un cancer et tout ça, ou une tumeur. Il dira oui, ça peut analyser, mais il faudra toujours la validation de l'homme, parce que le problème c'est que là on touche directement la santé quand même des gens. Ouais, je suis archi d'accord avec ça parce que tu vas lire une radio. En fait, aussi, faut regarder aussi comment les gens traitent l'IA. L'IA ne doit pas faire d'erreur. Moi, si j'ai une IA, je lui dis tu dois pas faire d'erreur. Par contre, toi, en face de moi, tu fais une erreur, bah, je dirais oh, l'erreur est humaine. Et bah là, quand tu traites une radio, si l'IA se trompe, il te faut bien un humain pour dire ouais, non, en vrai, il n'y a pas de tumeur, il n'y a rien. Du coup, je vais pas aller annoncer à mon patient qu'il a un cancer parce que l'IA l'a dit. Donc, pour moi, il faut toujours un humain derrière, parce que sinon, l'IA, elle dit entre guillemets ce qu'elle veut, mais on peut pas lui dire pourquoi tu as dit ça. Souvent, D'accord. on peut pas. Et du coup, ça pose problème. Et donc, si t'as pas d'humain, l'humain, une IA, si elle te parle, elle te dit oui, t'as un cancer. Pourquoi? Je sais pas. J'ai vu ça. C'était la plus grosse probabilité de Non réponse. mais, non mais voilà, on en rigole là, mais oui, il faut un humain absolument derrière. Un chirurgien, si ça se passe mal, il faut que lui, dès son expérience, il sait comment réagir, il peut reprendre directement les manettes. S'il y a un bug dans la machine, il y a un bug. Mais du coup, tu parles du risque de l'IA, et ça fait une parfaite transition. Tu parles des dangers de l'IA, et pourtant, t'as monté une boîte dans l'IA juridique. Est-ce qu'il n'y a pas un énorme risque dans ça? Parce que je prends un truc comme ça. C'était Thomas, donc un de mes associés de Postcaf, qui m'avait montré une nouvelle. Il y avait une IA, je crois que c'était en Inde, qui avait fait la même chose. Il s'était fait violemment taper sur les doigts parce qu'il y a des... moi, en fait, quand tu m'as expliqué un peu cette IA juridique, je me suis posé plein de questions, parce que là, du coup, tu as l'État, tu as tout ce qui est la justice, tu as énormément de parties prenantes très puissantes.
c'est quelque chose qui, à mon avis, au niveau des réglementations, est très, très réglementé. Tu as monté donc Herminia pour rappeler aux gens qu'il y a une IA juridique. Est-ce que tu peux raconter plus ce qu'elle fait vraiment, ta cible et tes enjeux? Ouais, alors nous, en gros, on a créé notre boîte, donc avec Maxime et Hugo, mes 2 associés. On l'a créé, pourquoi ? Parce que Hugo a travaillé dans des cabinets d'avocats, et en fait, il s'est aperçu que les avocats passaient énormément de temps à rédiger, énormément de temps à chercher des lois, chercher plein de choses, mais en rapport avec la loi. Et en fait, il s'est dit, mais pourquoi on pourrait pas utiliser de l'IA, en fait, qui m'aide à rédiger, qui m'aide à analyser, qui pourrait regarder, je sais pas moi, m'aider à répondre à un mail à un client, parce qu'en fait, le client, il me demande, bah ouais, mais j'ai ça, c'est bizarre, et puis l'avocat est gentil, il va lui répondre rapidement. Mais en fait, tout ça pourrait être aidé, il pourrait gagner beaucoup de temps, en fait, par jour, avec l'IA. Donc en fait, l'idée est venue de là. Donc après, on rentre dans un domaine où oui, c'est quelque chose de très institutionnel. Il y a beaucoup de lois, beaucoup d'acteurs. Mais en fait, nous, on touche pas trop à tout ça. Nous, on est là en mode, ok, vous faites ça. Nous, on prend ce que vous faites. On prend les lois, en fait. On prend les lois, la jurisprudence, tout ce qui se fait, donc tribunal, etc. Et en fait, on les met à disposition de façon on va dire plus automatisée, grâce à l'IA, à des avocats. Donc en gros, pour vraiment vulgariser, on peut proposer un Google aux avocats. Alors je dis avocat, mais en fait c'est tout professionnel du droit, c'est juste que c'est pour imaginer. Donc ça peut être juriste des notaires, ou des trucs comme juristes, ça. des choses comme ça. Et du coup, bah, l'avocat, il va dire « Ah ouais, mais j'ai tel problème, comment je fais ?» Sauf que les LLM, on s'aperçoit qu'eux, ils savent super bien répondre, qu'ils apportent même, ils savent sourcer, quand on leur dit comment bien faire, bien sûr, mais ils savent sourcer, et du coup, notre but, c'est de dire à l'avocat, bah ouais, mais au lieu d'aller chercher sur tes vieux logiciels, là, tout pourris, qui mettent 3 heures à répondre, ou en fait, il te faut 2 semaines de formation pour l'utiliser, bah en fait, tu utilises notre outil, tu poses ta question, paf, t'as ta réponse. Il n'y a pas un risque... donc, alors... Vas-y. Donc, non, tu ne remplaces pas les avocats et les juristes. Non. C'est un assistant. Exactement. En fait, Herminia est un assistant pour le domaine juridique. Mais on fait quoi s'il donne les mauvaises réponses ? Et bah justement, t'as un professionnel en face de toi. Enfin, Hermine, le logiciel Herminia IA a un professionnel en face de lui qui va pouvoir dire « Ah, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais en fait, si je modifie juste par ça, hop, ça va mieux. » D'accord. Donc, encore une fois, on revient sur « il y a un humain derrière ». Et s'il n'y a pas cet humain derrière, bah en fait, là, tu rentres dans... Bah en fait, je te propose un service d'avocat, par exemple, à 100 € par mois, qui s'appelait, par exemple, e-avocat. Donc, toi, tu citais l'Inde, moi, je connaissais pas, mais en France, il y en a eu un qui s'appelait e-avocat. Bah, eux, ils se sont c'est fait... réel ? Il y en a un qui s'appelait e-avocat ? Oui, ils se sont fait tabasser parce que, bah, non, on remplace pas les avocats comme ça, en fait. Bah... c'est trop facile. Donc, voilà, on rentre aussi dans un domaine, le juridique, qui est assez fermé. Très réglementé. Très réglementé. ChatGPT, je pense que 70% des avocats le connaissent pas. Ou l'ont jamais réellement utilisé. Ouais, on avait des stats qui sont sortis, et ceux qui l'utilisent, c'est de l'ordre de 20-30% grand maximum. Mais en fait, d'un côté, tant mieux, parce que sinon, ils balancent plein de données à OpenAI. Mais d'un autre côté, bah, en fait, c'est dommage. Ils pourraient gagner grave du temps à utiliser ChatGPT, à faire des recherches, etc. Après, il y a un autre problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde connaît ChatGPT, mais qui sait l'utiliser ? Et là, on rentre dans une vraie question. Qui sait parler ? C'est-à-dire ? Qui sait parler à un ChatGPT ? Donc il faudrait des formations. En fait, il faudrait des formations sur l'IA aux gens pour qu'ils utilisent correctement cet outil. Et ben on a eu la même idée du coup. Donc quand les gens vont utiliser notre outil... Vous savez pas, mais je vais intégrer l'entreprise en 2 jours. Si tu veux, viens. On a besoin de main d'œuvre. Je prends 56% des parts. Aïe. On en rediscute. Non mais bah du coup mince. Je sais pas. Donc des formations. Oui, des formations. Les formations, bah, c'est super important. Moi, je te propose un outil. Nous, on va le modeler pour que ça fonctionne bien avec du juridique. Mais au final, c'est toi qui vas lui parler. Enfin, je dis toi, mais toi, le professionnel du droit, qui va lui parler. Mais comment tu lui parles ? Quels sont les mots-clés à utiliser ? Parce que t'as 1001 façons de dire un problème, de donner ton problème. Et des fois, on se dit, bah ouais, mais c'est l'IA, elle doit tout savoir, du coup. Ah bah, rédige-moi ce document, point. Bah oui, mais non. T'as besoin d'informations, t'as besoin de potentiellement préciser un peu ton problème pour déterminer quel type de document va être généré, déterminer quel article, clause que tu vas rajouter dans ton contrat, des choses comme ça, quoi. Donc en fait, il y a une façon d'utiliser les choses
Et je le vois bien quand même moi j'utilise ChatGPT ou Mistral ou autre, des fois je repose 4 fois la même question tournée différemment pour vraiment obtenir ce que je veux. La réponse que tu veux. La réponse que je veux. Et du coup, vous formez aussi les gens sur votre outil? Vous allez former les gens? Ouais. Donc le but c'est donc on a Maxime qui a aidé à créer un petit cours, on va dire, sur les prompts. Donc un prompt, c'est comment parler à l'IA. Donc, c'est ce qu'on appelle un prompt. Sur comment l'utiliser et comment obtenir les meilleurs résultats. Et donc du coup, on va s'en servir pour aider les avocats et professionnels du droit à mieux parler avec notre outil. Ok. Et vous les démarchez comment, ces avocats? Pardon, t'avais peut-être pas fini ta réponse sur... Non, c'est bon. c'est bon. C'est good. Ouais, c'est bon, je pense. Les risques, on les a évoqués. Il faut un avocat derrière quoi, pour vérifier, pour s'assurer. Mais c'est comme un juriste. Enfin, je finis là-dessus, mais comme un juriste qui va produire un texte, n'importe quoi. Il sera forcément relu par quelqu'un d'autre. Donc du coup, là, en fait, c'est le même principe, sauf que c'est plus le juriste, il va être aidé par l'IA pour générer quelque chose. Il va quand même le présenter après pour relire. Mais alors du coup, j'ai une question. Ouais. Donc, tu as dit que tu intégrais les lois, les trucs à ton IA. Pour les nouvelles lois, comment ça se passe? Après, là, on rentre dans ces idées encore d'API, là où en fait, les API, c'est des accès à des serveurs, pour un peu vulgariser un peu autrement, du coup. Et Légifrance, par exemple, propose plein de lois à jour sur leur site. Là, demain, il y a une loi qui interdit la possession de tous les hamsters de France. Ouais. Tu peux l'intégrer facilement dans ton... Ouais, si elle est mise, si elle est mise à jour sur leur site, ouais, je peux. Ok. Nous, après, notre but, c'est pas de se concentrer... c'est de concentrer sur avoir les lois d'actualité, mais on n'est pas non plus... t'as d'autres concurrents qui, eux, sont vraiment dans de la recherche de lois. Les lois sont tombées il y a un jour, eux, ils les ont déjà. Pourquoi ? Parce que c'est leur cœur de métier, ils se disent, nous, on va direct taper dans les tribunaux, vas-y, donnez-nous ce que vous avez fait, machin, bidule. Nous, on se focalise pas là-dessus, on se focalise plutôt sur de l'aide à la rédaction. D'accord, ok. Donc c'est vraiment, pour clarifier aux gens, c'est vraiment un outil d'assistant juridique qui fournit énormément de données, de réponses juridiques, puisque tu, grâce à l'API, mets des documents juridiques attestés, à faire valider par avocat, juriste, etc. Mais alors, moi déjà, je suis un peu partial, parce que je trouve ça génial. En fait, c'est aussi pour ça que je t'ai invité. Je trouve ça génial parce que je trouve que ton placement... En fait, je me suis dit, le problème, c'est que les gens, ils veulent remplacer. Et ils se disent, je vais douiller tout le monde. Je vais faire un truc qui va remplacer. Et c'est pas bien. C'est pas bien parce que même si vous avez raison, vous allez toujours vous confronter à des institutions 1000 fois plus grosses qui ont des intérêts très différents de vous, qui brassent sûrement des milliards et qui va tout vous empêcher. Exactement. De toute façon, ça, on va rentrer un peu dans l'entrepreneuriat, mais c'est toujours comme ça. Les gens, ils trouvent toujours des idées révolutionnaires qui sont très vraies, mais oubliez un truc, c'est pas de la politique, mais dans toutes les parties prenantes, il faut toujours réfléchir aux intérêts des autres qui sont en face de toi. Et du coup, je trouve ce super projet ambitieux, très ambitieux, mais par contre... ça va vous coûter des millions. Enfin, comment non mais concrètement, vous êtes sur des levées de fonds, vous êtes sur des recherches d'argent. C'est de faire des levées de fonds pour du coup forcément avoir plus d'argent. Donc cet argent, qu'est-ce qu'on en ferait ? Ce serait déjà développer l'équipe, créer une équipe. On va se concentrer sur une vision qui est quand même produit. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui est l'interface directement avec c'est l'interface avec l'utilisateur. Donc l'utilisateur doit savoir utiliser notre outil sans trop se poser de questions. Et après, dans un deuxième temps, ou en parallèle, ça se fait aussi, tout dépend de la levée de fonds. S'il y en a qui veulent, contactez-moi, n'hésitez pas. Je mettrai ton arrobase. Non, mais on sera en levée de fonds, mais un peu vers quatrième trimestre. Ok, clair. Et du coup, la deuxième partie, ce serait développer en fait cette IA qui serait une IA potentiellement souveraine. Mais en fait, c'est une vraie question qu'on se pose aujourd'hui parce que les IA évoluent à une vitesse extrêmement rapide. Et du coup, comment faire pour maintenir à jour une IA sans qu'elle nous coûte trop cher à entraîner ? Parce que tu as la phase d'entraînement qui te permet d'améliorer ses résultats. Et après, tu as la phase d'inférence, comme je disais tout à l'heure, où là, on consulte juste l'IA. Mais en fait, avant, cette phase d'inférence était très faible en coût. Fallait juste entraîner le modèle. Hop, ça marchait. On était content.
Ça passait quelques jours potentiellement pour les plus gros, mais le coût était assez faible. Aujourd'hui, un Llama 3, c'est un mois, peut-être 2 mois d'entraînement. Ah ouais, d'accord. Alors, j'ai pas le nombre de GPU exact, mais Meta, ils ont 16 000 GPU, je crois. GPU. Pardon, cartes graphiques. Les cartes graphiques, c'est ce qui permet de faire des calculs très rapides en parallélisé, pour parler mots un peu techniques, et qui permet d'entraîner beaucoup plus vite les IA. Ouais. Mais GPU, quand tu achètes un Mac, ils disent le GPU. Oui, Mac, eux, ils ont leur propre puce, là, c'est les M3. Donc là, je l'ai. Révolutionnaire. Vrai, pour le montage, la vitesse. Et voilà. Et eux, ils créent un peu une nouvelle mode, parce qu'en gros, tu as Nvidia, c'est Nvidia. Voilà, tout le monde connaît Nvidia, je pense, de nom au moins. Eux, ils créent toutes les cartes graphiques. Ils ont le monopole. Aujourd'hui, tu as une boîte qui s'appelle Grok, avec un Q à la fin, parce que sinon, le K, c'est l'IA de X, là, de Twitter. D'accord. Eux, ils ont créé une carte graphique qui est spécialisée dans l'inférence des réseaux de neurones type LLM, donc type ChatGPT. Et en fait, ils te génèrent à une vitesse, c'est incroyable. Et donc, en fait, on rentre dans un monde là où tu as Nvidia, Apple qui crée leur puce miraculeuse. C'est un peu différent de ce qui se passe à l'intérieur. Et par exemple, Grok ou de nouveaux acteurs qui vont arriver et en fait qui vont proposer de nouvelles solutions. Du coup, Nvidia va perdre un peu de monopole, normalement. Oui, ou alors ils vont suivre ce que font les autres, quoi. Ouais. Mais bon, contre Apple, ils vont rester rivaux. Mais pour Grok, ils pourraient potentiellement remplacer leur carte avec une future carte Nvidia, quoi. Nvidia, c'est le regret de ma vie. En 2019, quand j'ai commencé à investir dans un PEA, j'ai pas acheté Nvidia. Vous allez regarder la courbe de Nvidia aujourd'hui. Vous allez comprendre mon regret. Je crois que ça a fait un truc comme 82% de plus. Je pense, ouais. Ou un truc comme ça. Ils ont explosé. Ils ont explosé avec le Covid aussi, où ils avaient trop de demandes de cartes. Ouais. Pas assez de... Mais ils ont tué Téléperformance aussi. Ah oui. Téléperformance, ils se sont fait défoncer par l'IA. Nvidia, ce qui est drôle, c'est que moi j'ai vécu un truc sensationnel en lien avec l'IA, c'est que donc tu avais Téléperformance, derrière je crois qu'il faisait un peu dans le même domaine de la tech. Il y avait l'énorme virage dont tu as parlé de l'IA, d'un coup un peu du jour au lendemain, ChatGPT, boum, et les gens ont ouvert les yeux, et en fait on s'est dit mais va falloir énormément de cartes graphiques, de trucs et tout ça. Et le même jour tu avais Nvidia et Téléperformance qui avait perdu énormément de pourcents dans la bourse, et parce que les gens disaient mais en fait c'est des vieilles entreprises, et en fait une semaine après Nvidia sort un communiqué, ils ont prouvé qu'ils avaient tout anticipé, Vram, on a le monopole et en plus on est trop fort, elle est remontée, et depuis ce jour-là je crois que Nvidia ne baisse pas tellement. T'as parlé des concurrents, de tes concurrents. Aujourd'hui c'est qui tes concurrents et comment en fait tu vas te différencier? Ça c'est la question. Je déteste qu'on me pose cette question. Tu sais, c'est comme un entretien. Ouais, pourquoi toi et pas l'autre? Parce que je suis gentil. Ça ne marche pas. Ah bon, tant pis. Non, nos concurrents... alors en fait, le marché est encore très 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 jeune. D'accord. Donc tu as déjà les gros éditeurs juridiques qui étaient là avant, qui se lancent un peu dans les IA. Des premiers tests qu'on a pu voir ou faire même, c'est pas fou. Ils ont encore besoin un peu de temps, mais bon, eux, ils ont les moyens, donc ça reste des concurrents du coup. Et après, il y a d'autres boîtes comme Doctrine, Gemini, que je peux citer. Alors Gemini, ils ont fait leur première levée de fonds il y a quelques mois, là, donc ils sont aussi très jeunes. On ne sait pas encore sur quoi ils veulent se positionner exactement. Ils n'ont pas trop diffusé, donc on attend de voir le produit et de le tester pour pouvoir voir sur quoi ils se positionnent. Doctrine, eux, c'est vraiment, du coup, c'est ce que je parlais tout à l'heure, c'est vraiment cette recherche au niveau de la loi qui permet, du coup, aux avocats ou autres professionnels du droit d'avoir accès à toute l'information et une information à jour. Nous, on se positionne sur un marché de la rédaction. On veut aider à rédiger plus vite. Pourquoi ? Parce que eux utilisent des templates. Un template, tout le monde voit ce que c'est. Tout est écrit, ça remplace des mots-clés par nom, prénom, machin. Mais en fait, d'un côté, c'est bien, ouais, c'est cool, mais il n'y a aucune personnalisation. Si tu dois rajouter des clauses dans ton contrat ou autre, ça se fait pas automatiquement. Et donc, alors aujourd'hui, on n'en est pas encore à ce niveau de performance-là, mais notre but, c'est d'atteindre ça. C'est d'atteindre, tu me dis ce que tu veux, je te génère, et puis parce que je sais que tu m'as demandé ça, il faut cette clause, il faut citer ce truc-là, il faut aller voir ça pour s'assurer que c'est bon. Et je peux aussi te dire, non, attention, je peux pas faire les deux, par exemple, parce que t'as un conflit entre ces deux lois, ou je ne sais pas, voilà, ça peut arriver aussi. Et du coup, le but, ce serait d'arriver à ça, et je te génère
ton document sur n'importe quel type de contrat, type de statut, de ce que tu veux. Je te le génère en même pas 2 minutes, quoi. Incroyable. Et après, tu le relis et t'es content. Mais il faut le relire. Toujours. Mais même si tu fais... Enfin, je pense que tu le vois aujourd'hui. Là, tu préparais tes questions sur ChatGPT. Si tu les relis pas, bizarrement, là, tu vas me poser une question et tu vas faire... Oula, c'est quoi ça mais ça m'est arrivé. Voilà. Et ben voilà. Donc ça, c'est le cas simple, en fait. Mais un jour, ça m'est arrivé. Voilà. De faire un travail full ChatGPT et je l'envoie et après il me dit mais ta phrase elle est chelou là. Ouais. Je relis la phrase, un truc aberrant, il avait mélangé 2 mots, il utilisait des termes du 19e siècle, de l'ancien français, il mettait des mots genre uluberlu, t'es en mode putain mec. Merde, qu'est-ce que tu fais? À un moment, je lui ai demandé de créer mon réseau de neurones avec ma formule et tout. Ouais. J'ai pas trop regardé le truc, fallait que ça soit vite fait. Je suis revenu une semaine après, c'était la catastrophe. En fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi Oh non ça? Ouais, voilà, c'est ça. Moi, un truc incroyable avec l'IA dans mon métier, là, incroyable que j'ai découvert. Le code HTML, CSS, etc. J'ai entendu beaucoup d'ingénieurs me dire « Non, on se fera jamais remplacer, etc. » Alors, je pense que vous n'allez pas être remplacé, mais je pense que votre salaire, il va être revu à la baisse, voire mutualisé. Pourquoi ? Parce que en fait, il y a un truc qui s'appelle CodePen, où tu peux tester tes codes. Okay. En gros, c'est un truc où tu tapes un code HTML, CSS, JavaScript, et après, ça te donne ce que tu veux, et après, tu peux tester. Mais il y a plein d'applications comme ça, comme Figma aussi, pour inconnu, où tu tapes des codes et tu vois vraiment en visualisation sur un site ce que ça donne. J'ai demandé à ChatGPT, avec 5-6 prompts, de faire un call to action ou un truc comme ça. Des trucs un peu basiques, mais après de plus en plus compliqués, genre une page de vente, des confirmations, etc. Après, je lui dis limite la zone de friction, fais une animation. Il fait tout. Il te fournit un HTML, CSS, JavaScript, tu rentres et ça marche. Et en fait, je me suis dit, à l'époque, fallait être bidouilleur. Tu sais, tu donnais un ordre, mais bon, voilà, et après tu bidouilles. Là, il te donne un produit fini. Ouais. Et le travail, je pense, comme tu le disais, et c'est incroyable, ça va être beaucoup plus maintenant dans comment bien l'utiliser. Parce que je pense que ça, c'est primordial. Moi, j'ai 2 questions à te poser. T'en vis de ton entreprise pour l'instant ? Non. On est trop jeune, on n'a pas encore de clients, on a nos premiers testeurs, mais un testeur n'est pas forcément un client pour le moment. Le but, alors d'en vivre, c'est quand même quelque chose de compliqué parce que quand on t'entreprend, tu dis toujours je veux faire ça. Ouais. Entre la réalité et ce que tu prévois, il y a toujours des choses qui changent. Donc aujourd'hui, je suis quand même en thèse, donc ça me permet d'avoir mon revenu. Ah, t'es payé quand t'es en thèse ? En thèse, on est payé, donc on n'est pas payé énormément, je le dis pas fort, mais voilà. Si t'as un message à passer au ministère de l'Éducation, s'il vous plaît, augmentez les thésards. Non, mais tu peux donner une fourchette ou c'est indiscret ? Juste une fourchette pour être flou. Ouais, en gros là, je dois être à 1006 à peu près net. En net. Ouais. Avant, au ministère de l'Intérieur, j'ai perdu au moins 1 000 € net sur mon salaire. D'accord. En sachant que je sortais d'études. Donc mes possibilités d'augmentation étaient assez élevées, surtout au début, on évolue assez vite en data. Ça fait bizarre, quoi. Mais bref, c'est pas le sujet. Donc en thèse, oui, heureusement, on est rémunéré parce qu'on passe quand même 3 ans sur un sujet. Et faut bien vivre, quoi. On n'est plus en études. En fait, faut pas le voir comme des études, faut le voir comme de la recherche. Donc c'est différent. Bref, tout ça pour revenir, non, je n'en vis pas. Et j'espère en vivre d'ici 6 mois, 1 an, je dirais. 6 mois, 1 an. 1 an, quand même, je pense. Je pense que dans 1 an, ça peut être pas mal. 1 an, c'est jouable. Ouais. Tu vends comment ton service ? Ouais. Je le vends... Alors, c'est pas moi qui le vends. Tu le vendras comment ? Ouais, alors... Abonnement ? Ah oui, ok, de ce sens-là, ouais, en gros, produit. ce serait par mois, tu payes par mois par utilisateur. La fourchette de prix, ce serait entre... alors pour les early, ce serait du 69 € pour commencer, pour nous faire notre première base de clients. Mais le but, c'est qu'à terme, ça coûte un peu moins de 350 €. D'accord. Pourquoi ? Par mois. Par mois, par utilisateur. Par utilisateur. Mais en fait, le prix d'un avocat, c'est très élevé. Et si je te fais gagner 2 heures par jour, c'est presque 1 jour par semaine. En fait, t'es ultra rentable. T'es rentable en 2 jours de travail, t'es rentable en fait. D'accord. Donc, parce qu'en 4 heures, c'est facile, 100 € de l'heure un avocat. Un bon avocat en tout cas, ça peut monter même encore plus.
Donc t'es ultra rentable. Non, mais surtout quand les grosses entreprises ou les gros cabinets d'avocats, quand tu vois ce qu'ils dépensent pour des trucs qui peuvent être beaucoup moins effectifs que ton IA, mais même d'autres trucs, tu peux te dire que c'est jouable. Et puis, alors je dis ça aussi parce qu'on a besoin aussi de cet argent, forcément, déjà pour nous, pour vivre, mais aussi pour créer, pour améliorer le produit, pour le rendre toujours plus sécurisé en termes d'hallucination, comme tout à l'heure, pour le rendre encore plus performant sur plein d'autres documents qui vont être potentiellement nouveaux ou qui vont un peu changer. Voilà, en fait, on a besoin aussi de ça pour s'améliorer. Pour que ça tourne. Et c'est pas juste je prends l'argent pour prendre l'argent. Non, on va pas être ultra rentable, je pense, au début. Enfin, ça commence toujours comme ça. Mais voilà, non, mais c'est ça. Parce que le prix peut paraître très élevé, mais en fait... Il va paraître très élevé. C'est marrant parce que tu dis le prix va paraître très élevé. Il va paraître très élevé pour les auditeurs qui n'y connaissent rien, je pense. Pour les entreprises, il va paraître peu élevé. Oui, voilà, je pense. 350 € par utilisateur, tu as, je sais pas, 7 avocats, tu fais 7 fois 350, sachant que ça brasse énormément les gros cabinets d'avocats. Hein, vous voyez les patrons, ils sont en Mustang très souvent. Non, mais c'est pas énorme. Voilà, message aux auditeurs, ça vous paraît beaucoup parce que vous vous dites « Ah mais je paye 9,99 € pour utiliser ChatGPT 4, le mec il me parle de 350 €. Faut différencier business to consumer et business to business. Et là on parle de entreprise à entreprise, ou du moins entreprise à un domaine particulier. C'est pas expensive, c'est pas cher. Mec, c'est incroyable, tu nous fournis des réponses beaucoup plus rapidement et beaucoup plus concisement. C'est quoi aujourd'hui tes plus grandes difficultés dans l'entreprise ? Là, donc on a parlé du concept, du prix, etc. Mais aujourd'hui... C'est vrai que j'ai pas présenté mes associés, mais alors c'est pas eux le problème. Hein. mais Maxime, je le déteste. Non, attends, faut pas le dire. Putain, merde, je te l'ai dit avant, mais c'est pas au micro. Non, du coup, on a Maxime, donc lui qui est vraiment le CEO, qui est vraiment, qui a fait des études et qui a déjà travaillé dans des startups à côté des CEO, donc qui est vraiment entrepreneur. Et on a Hugo, donc que j'ai plus ou moins présenté, du coup, qui travaillait, parce qu'aujourd'hui il n'y travaille pas encore, enfin actuellement il n'y est plus, mais il y a travaillé dans des cabinets d'avocats. D'accord. Il fait partie du meilleur master de droit en France. Alors moi j'ai oublié le nom, mais lui il te le dira si tu veux. Et en gros, en fait, ce qui est très drôle, c'est c'est notre force, c'est qu'on est 3 personnes de domaines différents. Mais de domaines, on a besoin de l'un de l'autre. On est vraiment dépendants les uns des autres. Vous êtes complémentaires. Et donc, en fait, cette difficulté vient il n'y a que moi en technique. Et moi, je suis expert IA. J'ai un background où j'ai fait plein d'informatique et tout quand même, j'ai appris à coder, etc. Mais là, en fait, il faut que je me remette un peu dans les petites mains de créer un site web, faire les connexions avec les serveurs, etc., etc. Et ça, en fait, pour moi, c'est une des difficultés parce que j'ai dû me remettre dedans. Après, en vrai, c'est une difficulté, mais tu la surmontes avec du temps. Et en fait, souvent, ce que les gens oublient, c'est que quand tu as une idée, en fait, derrière, tu as vraiment énormément d'heures de travail. Moi, ce que je fais, c'est que la journée, je travaille ma thèse, et le soir, je rentre, je travaille la boîte. Donc en fait, oui, je m'accorde quand même des pauses. Les week-ends, j'essaye de libérer quand même une après-midi ou une matinée pour quand même dormir, enfin un peu profiter, quoi. Mais ça demande énormément de travail. Et donc en fait, c'est des sacrifices qu'on va faire, qu'on fait déjà avec mes associés, mais pour avoir un produit à la fin qui tourne et puis gagner de l'argent, parce que c'est quand même ça, notre but, c'est de travailler pour nous et faire un truc qu'on aime. Et, mais pourquoi je le fais ? Parce que ça peut paraître bizarre de dire « Ouais, mais tu travailles tout le temps ». Bah même en fait, pour moi c'est pas travailler, j'adore ça. En fait c'est ça qui est fou. Et c'est ça qu'au début je voyais pas. Quand on te dit « Ah ouais, tu vas entreprendre, machin et tout, mais tu vas travailler énormément ». Bah oui, mais si c'est ta passion, est-ce que c'est un travail ? Ouais, c'est la fameuse phrase. Voilà. Je sais pas si c'est vraiment Confucius qui l'a dit, mais c'est quand un de ses disciples disait Maître Confucius, j'ai horreur du travail, comment ne pas travailler dans sa vie ? Et il a dit trouve un travail qui te passionne et tu n'auras jamais travaillé. Mais en vrai, non mais au début on dit ouais. Mais aujourd'hui, en fait, je fais énormément d'heures et je suis pas là à trop me plaindre. Bon, je suis quand même un peu fatigué. Enfin, il y a des choses comme ça qui font que des fois, il y a des jours c'est dur. Mais en fait, j'y vais quand même, quoi, parce que j'adore, parce que j'ai envie de faire avancer le produit, parce que j'y crois, parce que la thèse, c'est ultra stimulant, la boîte, c'est stimulant autrement, et en fait, j'ai 2 trucs qui me stimulent, j'ai l'impression de faire 2 trucs incroyables,
et je lis 2 choses que j'aurais aimé faire plutôt, enfin, entre guillemets, faire une thèse en entreprise, c'est aussi possible. J'aurais bien aimé faire ça, par exemple. D'accord. Bah là, en fait, je fais une thèse et une entreprise. Bon, c'est pas, voilà, c'est pas pareil, mais en fait, tu t'aperçois que dans une journée, tu as énormément de temps et en fait, tu peux vraiment faire plein de choses. Je me suis mis, alors dans ma vie aussi, je me suis mis là, en gros, en 2 ans, j'ai un peu vraiment changé. Donc c'est le moment où j'ai quitté le ministère de l'Intérieur, je suis parti en thèse et en fait j'ai décidé vraiment de me reprendre en main et tout. Je me suis mis à courir et en fait, ça par exemple ça prend du temps. Je fais du hand aussi, ça prend du temps. Et du coup, quand c'est ton équipe de hand, parce que je suis capitaine de l'équipe, c'est ultra compliqué d'être présent tout le temps, de toujours être là, etc. Et donc là, j'ai commencé à dire, bon les gars, on va limiter les choses maintenant. Donc en fait, tu gères mieux ton temps différemment, mais tu atteins quand même tes objectifs. Moi, je suis ultra fier. Cette année, j'ai réussi le marathon, par exemple. Ouais, il voulait le placer. Ouais, je voulais le placer, j'avoue. Voilà, je l'ai fait en 3 heures, mais... 2h58. Non, j'ai mis 4h09. Kipchoge en sueur. C'est exactement. Il m'avait dans le rétro tout le long. Non, je déconne. Et le Kipchoge, un champion du monde du marathon, vous verrez ses stats, c'est juste inhumain. Ouais, non, franchement, il est trop fort. Mais moi, je n'atteindrai jamais ce niveau-là. Mais tu vois, déjà, finir un marathon, c'est un vrai challenge. Mais je l'ai fait en faisant une thèse, en créant une boîte, en continuant le hand. Enfin, en fait, voilà. Et quand tu te remets ça, tu te dis, putain, mais c'est ouf, en fait. Et là, en fait, tu te dis, mais je vis, en fait, de choses que j'aime. Et c'est pour ça, c'est le meilleur conseil que je donne souvent à mes élèves, quand je les vois et je leur dis, mais vous voulez faire quoi après ? Ah, il y en a plein qui me disent, je sais pas, on verra, je vais faire ci, faire ça. Bon. Il y en a un moment, il m'a dit, il est en master là, de data, j'aime bien les voitures. En fait, moi, je me suis dit, mais pourquoi tu deviens pas garagiste ? Enfin, il me parle de voitures et tout. Ah ouais, mais non, parce que là, je suis en études de machin. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, on est aussi dans un monde où le travail va changer, avec l'IA notamment. Mais en fait, il faut juste vivre de sa passion. Mais oui. L'argent rentre trop en jeu dans la tête des gens. Excuse-moi. Vas-y. Moi, j'avais la discussion la plus profonde avec mon père. Je disais, mais moi, je fais une école de commerce. Mais je suis data analyst, voilà, faut que je le dise. Mais en fait, si vous voulez, il y a les data scientists qui sont beaucoup plus techniques que les data analysts. Et dans les data analysts, tu as des data analysts pour différents types. Moi, je suis business data analyst, donc c'est beaucoup plus côté vente mais c'est super important, que technique. C'est super important. Donc moi, en fait, je fais de la visualisation de données dans ma vie et j'ai un projet. C'est marrant parce qu'en fait, je me reconnais en toi. J'ai mon entreprise la journée et le soir, j'ai Posca. Voilà, tu vois. Et moi, je me libère du temps, mais en fait, c'est un peu un sacrifice. Parce que je me suis dit, ok, quand tu te libères du temps, tu dis toujours pourquoi. Et moi, j'ai une meuf, donc ce sera pour ma meuf. Non mais parce que chacun non mais parce que ça prend du temps, j'ai horreur de ça, mais tu sais, les mecs qui disent oui, entreprends, largue ta meuf ou des trucs comme ça, tu sais, en mode, mais les gars, en fait c'est une question d'être rationnel. Si t'es pas heureuse avec, largue ta meuf. Mais si par exemple ton plaisir personnel, quand tu te prends du temps en dehors de l'entrepreneuriat, de ton entreprise, ou si tu travailles beaucoup, si ton plaisir c'est de passer du temps avec ta meuf, je vois pas pourquoi tu devrais mettre fin. C'est juste rationaliser le temps et s'organiser correctement. Je sais plus trop ce que je disais. Mais mec, j'étais en train de dire quoi ? Je sais plus. C'est terrible. Mais non, on me parlait du temps, en gros, il y a des choses où tu te libères du temps, mais pourquoi tu te libères du temps ? Voilà. C'est ça ta question. Non, ah oui, voilà. Discussion ultra profonde avec mon père. Ouais, voilà, c'était ça. Il me disait, mais le meilleur moyen de réussir, c'est pas tellement de faire des hautes études polytechniques ou des trucs comme ça. Bon, c'est un tremplin. Mais il me disait déjà, très souvent, les métiers techniques où les gens très intelligents font de très mauvais entrepreneurs. Ça, je pense pas que c'est forcément vrai, mais il va me dire un truc. Il dit, si tu veux cartonner dans la vie, prends toujours un truc qui te tient à cœur. Parce que la différence que tu as avec les autres, c'est que le mec qui va monter une entreprise qui lui tient pas à cœur, quand il se prend les houles et les tsunamis, il va abandonner, il va dire c'est pas rentable et il va se tourner vers notre rentabilité. Alors que le mec qui tient à cœur, il va dire ok, mais il y a plus que l'argent qui m'anime, donc il va tenir sur les longueurs. C'est le cas pour toi ? Ouais. Un jour, un gars m'a proposé du coup de créer une boîte, il y a longtemps. Et en fait, ma question, je le voyais quand il me présentait le truc et tout, il était intéressé, mais je dis mais tu fais ça pourquoi ? Parce qu'il me parlait beaucoup d'argent. Et du coup, en gros, sa réponse, puis ça va rapporter. Et quand ça va rapporter, bizarrement, j'ai vu ses yeux un peu s'illuminer et tout. Et je me dis, quand tu crées un projet, c'est pas pour l'argent que tu le fais, c'est parce que ça te passionne et parce que tu y crois. L'argent viendra, parce que si c'est innovant, ça fonctionnera, ça viendra. Après, plus ou moins, ça dépend. Mais du coup, moi, cette boîte, en fait, c'est pas que je m'en fous de l'argent. C'est que si on gagne
si on fait entre guillemets 1 million de chiffre d'affaires dans l'année, pour moi c'est énorme. Si j'en fais 20, 30, 50, 100 ou plus, limite entre guillemets je m'en fiche. Tant que moi déjà je peux vivre de ce que je fais, tant que j'ai une équipe, ça fait fonctionner des gens. T'imagines, tu as une boîte, tu recrutes des gens, les gens dépendent de toi quand même, parce que c'est toi qui leur donnes leur argent pour vivre. Mais si tu les payes bien, s'ils sont heureux, en fait, moi je fais vraiment ça aussi pour ça. Je dis pas que je fais ça. Je suis pas d'accord avec toi. Mais pour moi, non, mais quand tu vois un PDG qui gagne, j'ai rien contre. Vas-y. Si tu gagnes 100 000 euros par an, 100 000 euros, t'as de quoi vivre. Oui. Si tu gagnes 400 000 euros par an, t'as encore plus de quoi vivre. Mais tu vois, qu'est-ce que tu vas faire du surplus ? Rien. Voilà. Mais c'est comme les gens qui disent moi je veux être multimillionnaire ou des trucs comme ça. Les gars, si vous avez 6 000 euros net, par exemple, je crois que le seul c'était 5 186 euros net par mois, un truc comme ça. Non, mais tu sais, il y avait un truc de considéré comme vivre de riche ou des trucs comme ça. Les gars, vous vous rendez pas compte, en fait, vous avez besoin de beaucoup moins que vous le pensez. Exactement. Mais beaucoup moins. Et puis avec 5 000, allez, t'enlèves 2 000 de charges, vous avez 3 000. Par exemple, c'est énorme. Vous allez pouvoir. Vous avez besoin de beaucoup moins. La société, etc., le marketing va vous faire croire que vous avez besoin de plus, mais en vérité, je vous jure, vous allez vous contenter de plein de choses. C'est pour ça que très souvent, vous critiquez le mec avec sa Fiat multiplat et sa petite baraque paumée dans la campagne. Vous critiquez. Non, mais il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui détestent le mode de vie simple. Mais en fait, mettez-vous à la question et posez-vous la question si le père de famille avec sa Fiat multiplat et sa famille bien heureuse et sa femme qui l'attend ou son homme, un des deux et ses enfants n'est peut-être pas 1000 fois plus heureux que l'entrepreneur qui gagne 3 milliards d'euros par année. Non, mais c'est des vraies questions. Moi je trouve ça assez intéressant cette philosophie. Moi je me dis si tu me donnes X euros pour vivre, je vais m'arranger pour vivre avec ces X euros quoi. Et si tu veux partir en vacances, après c'est comment tu gères ton budget, etc. Mais tes vacances, pour en profiter, faut ne pas faire que des vacances. Donc si tu gagnes trop, ceux qui ont beaucoup d'argent et qui partent toujours en vacances, tu profites moins de tes vacances au final. Mais de fou. Mais je pense qu'on l'a tous expérimenté. Partez 2 mois en vacances, je vous jure, ça va vous saouler au bout d'un moment. J'ai eu énormément de gens qui ont fait le tour du monde pendant longtemps, pendant 1 an. Ils reviennent, ils disent enfin. Ils avaient hâte de rentrer, les gars. Et bizarrement, ces gens, ils vont se mettre à travailler dans des trucs après qu'ils aiment. Ils vont vraiment se donner dans leur travail, ils vont kiffer ça. Ils vont repartir en vacances après quand même, mais en fait l'entrepreneuriat ça peut aussi partir de là, de profiter de trop de liberté et tu te dis mais en fait j'aime cette liberté, mais j'ai plus besoin de partir en vacances ou autre, maintenant je peux faire cette liberté ailleurs, je peux travailler avec des gens qui vont me permettre de gagner suffisamment, etc. Mais pour moi l'entrepreneuriat, si tu commences avec pour revenir sur le sujet du départ, si tu commences avec ça va faire de l'argent, pour moi c'est pas bon. D'accord. Commence par qu'est-ce qui me passionne. Qu'est-ce qui te passionne ? Moi pourquoi j'ai accepté d'aller dans le droit, en fait. Bon, c'est pas que j'en ai rien à faire du droit, mais c'est que j'adore me dire, putain, un nouveau challenge, là je peux appliquer de l'IA dans un domaine que je connais pas, mais en fait, comment je vais faire ? Et moi, c'est ce challenge qui m'anime, c'est ce truc de dire, je vais pouvoir aider des gens, je crois au produit, je vais pouvoir aider ces gens, je vais pouvoir utiliser mes compétences pour aider ces gens, c'est incroyable. C'est incroyable. Et donc du coup, moi, je pars de ça. Comment ne pas finir sur cette belle note ? On arrive à la fin de ce podcast. Je sais que vous êtes tous déçus, que vous adorez la voix douce et suave de Tanguy sur les sujets de l'IA. Avec Herminia, n'hésitez pas. Je vais mettre en lien de la description YouTube un lien vers ton site pour les gens qui seront intéressés. Pareil pour les contenus TikTok et tout ça. Je mettrai aussi sur YouTube les liens vers tes réseaux sociaux ou alors ton LinkedIn ou des trucs comme ça. S'il y en a qui voulez vous me contacter, vous n'hésitez pas. Vous avez entendu. Si vous avez des questions ou autres, moi il l'a dit. Je l'ai dit. Voilà, n'hésitez pas, vous, à vous abonner, même abonnez-vous, c'est un ordre. On est un petit média indépendant, comme il parle, comme il dit. C'est pas l'argent qui nous anime, c'est la passion. Donc si vous avez kiffé ce moment-là, abonnez-vous. Et puis merci beaucoup Tanguy, et merci beaucoup à vous pour votre écoute. Merci à toi, Tanguy. Merci à Poscaf, et puis je souhaite plein de bonheur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, brother. Allez, merci à vous.